Bien, aujourd'hui, on va reprendre l'autisme infantile. On a vu avec Mélanie Klein le cas Petit Dick, qui a été pris en charge par Mélanie Klein et qui, au bout de 2 ans, a pu sortir de cet état d'indifférence complète envers le monde extérieur. C'est un enfant qui ne s'intéressait ni aux objets, et donc ne jouait pas avec les objets, à part certaines exceptions, et ni avec les personnes. On a souligné le fait que lorsque Mélanie Klein traite cet enfant, le diagnostic d'autisme infantile n'existe pas encore. Il faut attendre 15 ans avant que Kanner va exposer le diagnostic d'autisme infantile. Mais on a vu aussi qu'à partir des descriptions que Mélanie Klein nous présente, nous lègue de cet enfant, on peut facilement poser le diagnostic d'autisme infantile. À présent, on va aussi souligner un autre aspect. Si on regarde l'évolution du cas présenté par Mélanie Klein, on se rend bien compte qu'il y a des progrès étonnants. Déjà, dès la première séance, il y a eu des progrès. Il y a eu des coups de scène, on peut dire. Alors que habituellement, qui s'occupe, et moi-même je me suis occupé des enfants autistes au quotidien, eh bien, cela se retrouve de cette manière très rarement. C'est plutôt l'inverse. Il faut attendre des années avant qu'on assiste à des changements. Et souvent, on n'arrive même pas à obtenir les changements qu'on retrouve dans la description du Petit Dick. On va maintenant parler d'un psychanalyste qui, lui, il s'est occupé au quotidien des enfants autistes. Et quand il s'en occupe, on connaît cette problématique. Et là, il nous donne des descriptions de progression qui sont très différentes des descriptions du Petit Dick, par exemple. Cet auteur est Bruno Bettelheim. Il ne demande pas une présentation. C'est un auteur qui a subi les 20 dernières années en France, dans les pays francophones, une critique féroce envers ceux qui s'occupent, qui prennent en charge les enfants autistes et des parents. On verra bien ça dans les détails par après. Et donc ce psychanalyste Bruno Bettelheim, il s'est occupé au quotidien des enfants autistes et il a aussi créé un institut où on prenait en charge ces enfants et il avait mis en place toute une série d'activités pour faire en sorte que ces enfants puissent progresser. Et il nous a livré 3 descriptions détaillées de 3 cas. Et parmi ces 3 cas, il y en a seulement un qui est, selon lui, une demi-réussite. Les autres, les 2 premiers, ce sont des échecs. Et en étant confronté à différents cas d'enfants autistes, il a aussi proposer une distinction en 3 stades en fonction de l'accès au langage. Le premier stade, ce sont des enfants qui n'ont aucun accès, qui ne parlent pas du tout, ou n'ont aucun accès au langage. Deuxième stade, c'est un stade intermédiaire où l'enfant manie certains mots, peut communiquer avec certains mots. Et troisième stade, c'est l'enfant qui peut communiquer, qui parle. Autant dire qu'en fonction du stade où se trouve l'enfant, on pourra s'attendre plus ou moins à certains progrès. Alors, je disais, les critiques très féroces qui ont été faites envers Bruno Bettelheim rentrent un peu dans ce climat qu'il y a dans les pays francophones, mais peut-être aussi dans d'autres pays depuis 20 ans. C'est une croisade, mais surtout dans les pays francophones, surtout en France, une croisade féroce envers la psychanalyse. Il suffit de se rappeler du titre, fameux titre d'un livre, le livre noir de la psychanalyse. Et là, l'intention est d'abattre la psychanalyse et d'abattre toute référence à la psychanalyse. Et Bruno Bettelheim sera aussi un objet de critique et un objet d'abattre. Donc toute référence à ce psychanalyste ne doit plus être faite dans le domaine de la prise en charge des enfants autistes. Alors on va voir maintenant si plus ou moins ces critiques sont justifiées ou pas.
Alors, avant tout, donnons quelques raisons qui expliquent pourquoi, depuis 20 ans, on a assisté à cette croisade et qui a eu un certain succès. Je retiendrai ici seulement deux raisons. Alors, une première raison, c'est les avancées vertigineuses des neurosciences dans le domaine de la recherche, qui fait qu'elles ont pu décrire avec plus de précision certaines causes de certaines problématiques aussi psychologiques dans le domaine de la psychopathologie, entre autres de l'autisme. Et donc montrer comment l'autisme est en bonne partie déterminé par un fonctionnement cérébral différent et par aussi toute on peut dire, une génétique différente. Voilà. Cela est une première raison. La deuxième raison pourrait être celle du fonctionnement des réseaux sociaux, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube par exemple aussi, que toutes ces critiques ont pu avoir un rebondissement, un retentissement très important. Et là, je crois bien qu'une des raisons qui permet ce retentissement est une des grandes faiblesses des réseaux sociaux. Une grande faiblesse est l'amoindrissement, presque l'absence de nuances. Même lorsqu'on présente des théories et lorsqu'on présente des critiques d'autres théories, on les présente toujours d'une manière sous forme de slogan, si on pourrait dire. On ne va jamais dans les détails, et aller dans les détails signifie très souvent nuancer. La plupart des fois, c'est nuancer les propos. La nuance n'existe pas. Le slogan prend le dessus, et voilà que sur un aspect des discours, des présentations de Bruno Bettelheim qui était « Qu'est-ce qui cause l'autisme ?», ils ont pris une certaine formulation de Bruno Bettelheim et a été présenté comme slogan, et du coup tout le reste ne vaut rien. Ça, c'est le premier effet. Donc on jette tout ce que Bettelheim a apporté dans le domaine de la prise en charge d'enfants autistes. Et deuxièmement, on synthétise toute sa pensée sur les causes qui provoquent de l'autisme à une formulation, c'est que pour Bruno Bettelheim, la cause, c'est la mère, et c'est la mère qui a été culpabilisée. Voilà. Alors, est-ce que cela est justifié ? C'est sur cet aspect-là qu'on va plutôt orienter cette vidéo. Alors, Bruno Bettelheim, avant tout, est comme je disais, une personne qui s'est occupée au quotidien des enfants autistes. Donc, il nous a présenté, il nous a légué toute une série de prises en charge des enfants autistes qui reste du matériel très intéressant. Allez sur YouTube, mettez Bruno Bettelheim, vous aurez une présentation faite par lui-même de comment il décrit les enfants qui sont en train d'être présents dans les différents ateliers de l'Institut. Et pour ceux qui s'occupent des enfants autistes, se trouveront dans cette description une certaine finesse assez rare. Moi-même, qui me suis occupé des enfants autistes, quand j'ai entendu cette description, je me suis dit, voilà, il y a tout de même quel grand écart qu'il y a entre cette description très intéressante et les critiques qui visent à abattre, presque à vouloir abolir la littérature, on peut dire, liée à l'autisme, cet auteur qui est Bruno Bettelheim. Donc il y a toute cette partie, on peut dire, de praticien qui ne doit pas être négligé, absolument pas, il doit être pris en compte. L'autre partie, c'est le théoricien, le Bruno Bettelheim théoricien, que bon, dans les milieux psychanalytiques, il n'est pas considéré comme un grand théoricien, mais tout de même, voilà, il a présenté certaines explications. Le fait est que Bruno Bettelheim s'est soucié de comprendre, entre autres, parmi d'autres aspects, qu'est-ce qui provoque, quelle est la cause de l'autisme. Alors, et c'est là qu'on va devoir nuancer.
Voilà, on doit nuancer. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il va mettre l'accent beaucoup sur la mère, et là, c'est ce qui a été pris en bloc. C'est pour Bruno Bettelheim, c'est la mère qui provoque l'autisme infantile, et c'est la mère qui est donc culpabilisée. Alors que dans la pensée de ce praticien, parce que c'était un praticien, donc un praticien, on peut difficilement penser qu'il y ait seulement ce propos. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il raconte, il parle du cas, un des cas qu'il considère comme une réussite, l'enfant Joe, appelé Joe, et quand il décrit où il a grandi, dans quel milieu, quels ont été les soins de la maman, les négligences de la maman, il va tout de même bien admettre que dans des mêmes conditions, on ne serait pas attendu nécessairement le développement d'une forme d'autisme comme on l'a avec Joe. Ça veut dire qu'avec la même maman qui a les mêmes négligences au niveau des soins, ben, vous pouvez avoir un enfant qui va développer un autisme, un enfant qui ne va pas développer un autisme. Voilà déjà comment le propos est assez nuancé. Et ça, c'est dans la pensée de Bruno Bettelheim. En effet, là, il va alors se diriger sur l'enfant aussi. Donc, on peut dire qu'à des moments où il se dirige vers la mère, vers celui-là qui s'occupe de l'enfant, et d'autres moments où il va s'occuper de qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Et c'est là qu'il a introduit un aspect qui est un aspect inné. Il va parler de hypersensibilité. Alors, il faut dire qu'à part certains cas rares de psychanalystes, par exemple comme Lacan, la plupart des psychanalystes ont évoqué des aspects innés. Par exemple, Freud, tranquillement, dans ses schémas, il présente souvent l'aspect inné. Pourquoi est-ce qu'il y a une fixation dans la névrose obsessionnelle à la phase anale? Il dirait parce qu'au niveau inné, il y a une libido qui se fixe plus facilement à l'analité. Oui, donc Melanie Klein, pour le petit Dick, parlait d'un moi qui était constitutionnellement un moi faible qui ne pouvait pas résister aux angoisses. Eh bien, Bruno Bettelheim, lui, de son côté, va introduire cette notion qui est l'hypersensibilité. Très importante. C'est-à-dire que l'enfant qui va développer une forme d'autisme a en soi une hypersensibilité qui fait qu'il amplifie énormément les négligences des soins qui sont prodigués par la personne qui s'occupe de lui, et va amplifier ces négligences. Et donc, va amplifier les peurs et les angoisses. Et ce sont les angoisses qui vont le pousser à se replier sur soi et à désinvestir, à n'investir plus le monde extérieur et ce qui peut servir à investir le monde extérieur, par exemple le langage. Et là, après, on a des stades différents. Il y a l'enfant qui va avoir une angoisse terrible, et du coup, il ne va pas du tout investir. L'autre enfant, un peu moins, et qui va investir un petit peu, et l'autre enfant, encore moins, qui va investir plus et qui va parler. Et on pourrait continuer comme ça d'autres explications. Notre exemple, c'est le rapport au temps, par rapport à l'espace et à la logique de la cause. Alors, si on prend le temps et l'espace, eh bien, il va figer ça, il va figer le temps, l'espace, il va le restreindre en cherchant toujours des conditions qui sont les mêmes de l'espace. Hein. Il ne va pas enquêter, il ne va pas être curieux de l'espace, il va le restreindre et avoir toujours des habitudes pour avoir une continuité. Hein. Et donc restreint au changement, parce que le changement va le mettre face à les anxiétés, à les peurs, aux angoisses. Et les stéréotypies est une manière pour apaiser ces angoisses. Et comme ça, on pourrait continuer le discours. Alors, ce qui est intéressant dans ce que amène Bruno Bettelheim, c'est de tenir compte des deux aspects. Les deux aspects qui peuvent être après, il va y avoir un effet circulaire, dont on ne saurait même plus où est la cause et l'effet. C'est-à-dire, si un enfant présente déjà une hypersensibilité très forte et face à ne
fût-ce que des bruits, par exemple, il va pleurer très fort, il va s'angoisser, ben, la mère va, elle, avoir du mal à réagir comme elle pourrait réagir avec un autre enfant, donc avoir quelques négligences, et l'enfant va après surestimer ses négligences, et ainsi de suite. La mère, après, c'est ce que les réactions de ces négligences vont être prises très très mal, et ne plus savoir comment bien se comporter, et voilà que tout se gonfle, tout se gonfle. C'est un effet boule de neige, ce qui est intéressant. L'autre aspect intéressant, c'est que avec cette donnée de l'hypersensibilité, on peut comprendre que même un enfant qui est au troisième stade, qui est autiste, qui a une communication, une certaine qui rentre dans le langage, qui a une communication, bien s'il se retrouve face à des situations très difficiles, et c'est là le pont que fait Bruno Bettelheim avec les camps de concentration, c'est à partir de là qu'il avait pensé à cela aussi. C'est que face à des situations extrêmes, eh bien, lui s'est rendu compte, il a observé des personnes reproduisaient les mêmes configurations qu'on peut retrouver chez un enfant autiste. C'est qu'il y a deux variables. Il y a la variable de l'hypersensibilité qui fait que ce qu'un autre enfant perçoit ne va pas être amplifié et donc ne va pas être perçu comme des conditions extrêmes. Et l'autre aspect, c'est les conditions extrêmes, c'est-à-dire que la négligence, ou bien on peut dire ce qui met sous tension, ben, peut nous amener à avoir certains comportements autistiques. Je m'explique. Même une personne qui n'est pas hypersensible ou qui a une sensibilité normale et se retrouve dans des cas de situations extrêmes comme les camps de concentration, il peut développer des comportements qu'on retrouve chez un enfant autiste, c'est-à-dire un repliement sur soi, le langage qui va s'empourrir, l'espace et le temps, le rapport à l'espace et le temps va changer, toujours avoir une espèce de vouloir avoir des points de référence, d'avoir une angoisse face au changement, etc., etc. Donc, on voit bien comment ce qu'a amené une des portes d'explication de Bruno Bettelheim a son intérêt. Donc, son intérêt si on nuance les propos. Et de toute évidence, quand on se retrouve avec des enfants autistes, le tableau est certainement toujours plus compliqué et donc on doit évoquer aussi d'autres aspects innés. J'ai moi-même travaillé avec des enfants autistes et dans ce groupe d'enfants autistes, souvent il y a des enfants qui ont des tableaux complexes où à la problématique autistique s'ajoutent par exemple des retards mentaux, des dysphasies très fortes, où il y a d'autres composantes innés qui interviennent et qui bloquent aussi la possibilité de progression. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.